Au Moyen Âge, les campagnes militaires étaient souvent un épuisement long et coûteux des forces et des provisions, car les châteaux et villes fortifiées pouvaient résister pendant de longues semaines ou mois. Les sièges militaires se composaient de nombreuses phases: construction de barricades, sape des murs, tir de catapultes et pression de la faim, qui devaient contraindre les défenseurs à capituler. Pourtant, parfois les commandants décidaient de l'option la plus risquée et la plus directe: tenter une attaque dite d'escalade et se précipiter par des échelles directement sur les remparts. Un tel acte était cependant un arrêt de mort presque certain. Les échelles et tours de siège devaient être amenées au mur sous un feu ennemi puissant, et les soldats dessus étaient des cibles sans défense pour les flèches, pierres et liquides bouillants. Pourtant, dans certaines situations, il se trouvait des gens qui se portaient de volontaires. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment se combinaient les motivations pragmatiques et idéalistes des guerriers médiévaux qui devinrent les premiers sur l'échelle. Nous nous pencherons sur l'aspect technique de l'escalade et expliquerons les raisons stratégiques pour lesquelles les commandants recouraient aux attaques risquées, et dévoilerons les motifs sociaux et culturels du désir de butin, en passant par l'honneur et l'avancement jusqu'aux visions religieuses. Chacun de ces aspects montre que le courage sur l'échelle n'était pas seulement un héroïsme irrationnel, mais souvent un pas rationnellement pesé dans le contexte des valeurs de l'époque. Dans un moment, nous révélerons pourquoi devenir le premier sur l'échelle signifiait plus qu'un simple exploit physique. Les fortifications médiévales étaient conçues pour résister à l'attaque directe. De hauts murs bordaient des fossés profonds et des marécages. Des tours défensives se dressaient au-dessus des environs, et la cour intérieure était protégée par un autre rempart. En réaction à ces défis, naquirent diverses machines de siège, mais le chemin le plus direct pour percer la défense était d'amener des échelles ou des tours. L'escalade se déroulait de sorte que les attaquants devaient courir sous le feu jusqu'au mur, poser l'échelle et grimper en haut, pour se battre avec les défenseurs sur le parapet. Selon l'encyclopédie World History Encyclopedia, ce processus n'était nullement compliqué, mais appartenait aux stratégies les plus dangereuses possibles. Les attaquants faisaient en face aux flèches et pierres du crénelage. Les défenseurs tentèrent de faire tomber les échelles et débouillanter les attaquants avec de l'eau chaude ou de la poix. Quand quelqu'un réussissait à franchir le parapet, il était souvent immédiatement submergé par la majorité des défenseurs et parvenait difficilement à maintenir sa position. Les créateurs de fortifications développèrent toute une série d'éléments anti-escalade. Les fossés empêchèrent l'approche des échelles. Les hauts machicoulis, balcons de pierre avec meurtrières, permettèrent de lancer des projectiles directement sur les attaquants, et les talus de pierre rendaient impossible l'appui sûr des échelles. Pour que les défenseurs gagnent plus de temps, ils construisaient des murs extérieurs et intérieurs, si bien que les attaquants devaient surmonter plusieurs lignes de défense. Et chaque fois que les attaquants tentèrent d'escalader les murs, les défenseurs pouvaient saper l'échelle ou l'enflammer avec des outils chauffés au rouge. Cette zone de mort sur l'échelle était l'un des endroits les plus redoutés de la guerre médiévale. English Heritage, qui s'occupe de monuments, décrit que pendant l'escalade, les archers et arbalétriers fournissaient un tir de couverture aux attaquants pour diminuer le nombre de flèches des remparts. Même ainsi, les grimpeurs étaient extrêmement vulnérables et souvent les défenseurs versaient sur eux du sable ou de l'huile brûlant. Pourquoi donc quelqu'un risquait-il volontairement d'être cloué à l'échelle par une lance ennemie ou de tomber dans le fossé? L'historien Brett Devroe rappelle que l'escalade était utilisée au Moyen Âge, seulement rarement. Le succès n'était possible que contre des défenseurs non préparés ou lors d'une attaque surprise rapide, sinon elle offrait aux attaquants une chance infime de victoire. Pourtant parfois les commandants décidèrent d'une tentative audacieuse, et la motivation des soldats individuels était variée, de la peur, en passant par les espoirs calculés de butin, jusqu'au désir de gloire. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les facteurs individuels se combinaient et ce qui menait certains hommes à devenir les premiers sur l'échelle. L'escalade n'était pas une tactique choisie sans raison profonde. Les sièges prolongés pouvaient durer des mois et les attaquants risquaient l'épuisement des provisions,
les épidémies et l'arrivée de renforts ennemis. Les commandants cherchèrent donc parfois un moyen rapide de prendre le château, avant que les défenseurs ne se préparent. L'attaque directe par échelle pouvait être réussie si les défenseurs n'étaient moto pas vigilants, ou si l'attaque se déroulait sous le couvert de l'obscurité. Une grande partie du succès dépendait du nombre d'échelles que les attaquants utilisaient, et de la rapidité avec laquelle ils parvenaient à les amener au mur. Le retard donnait aux défenseurs trop de temps pour abattre les attaquants. Les navires et tours de siège jouaient un rôle important. Les témoignages des chroniques d'époque parlent de ponts improvisés et de bras extensibles, qui devaient permettre aux soldats de sauter dans le chemin de ronde. Selon l'encyclopédie World History Encyclopedia, les attaquants pouvaient d'abord tenter de détruire une partie du fossé pour pouvoir amener la tour jusqu'au mur. Les catapultes et arbalètes fournissaient un tir de couverture, et les pavois ou mantelas protégèrent les archers. Dès que la tour atteignait le mur, la passerelle s'abaissait, et les combattants se déversèrent sur le chemin de ronde. Mais même la tour ne garantissait pas la survie. Les défenseurs tentaient d'enflammer les tours ou de saper les ponts, et ainsi chaque attaque était un pari extrême. Les commandants décidèrent de l'escalade aussi pour des raisons psychologiques. Une attaque rapide et agressive pouvait intimider les défenseurs et causer la panique. Le soldat et auteur d'époque Jean de Bueil, qui au XVe siècle dirigeait une compagnie blanche mercenaire, raconte que ces soldats surprirent de nuit la garnison du château en divisant leurs forces, causant le plus grand bruit possible, et en même temps en envoyant un petit groupe par échelle dans l'un des chemins de ronde. Dès que la tranquillité fut troublée, les soldats attaquèrent les défenseurs surpris et pillèrent le château. La tactique de l'attaque du petit matin entraîna les défenseurs dans le chaos et paralysa leur capacité de résistance coordonnée. Dans certains cas, l'armée régulière recourait aussi à l'escalade. Lors du siège de Jérusalem en 1099, après un long siège, le Saint-Sépulcre devint l'objectif principal de l'armée croisée. Selon les chroniques, les soldats normands et lorrains amenèrent des tours de siège aux remparts, et Godefroy de Bouillon monta personnellement par l'échelle, pénétra sur le chemin de ronde et ouvrit la voie à ses compagnons d'armes. Son exemple montre que les chefs étaient prêts à risquer leur vie pour renforcer le moral et décider du combat. L'escalade resta pourtant l'arme du dernier recours, car son échec coûtait beaucoup de vies. L'historien Devreau rappelle que les attaquants devaient compter sur le nombre d'échelles et la vitesse, sinon ils donnaient aux défenseurs trop de temps pour les éliminer. Et là où l'attaque rapide réussissait, il fallait que les hommes sur l'échelle aient la motivation de risquer. Dans un moment, nous révélerons quel rôle jouait le désir de butin et de gain matériel. La réalité économique de la guerre médiévale est parfois cachée par les récits romantiques. En réalité, le butin était l'un des principaux motifs pour les soldats de tout rang. L'historien britannique Michael Jones cite dans son livre The Devil's Broker, que résume le blog Coins and Scrolls, une déclaration d'époque selon laquelle le butin était la substance même de la guerre. Même le plus humble soldat revenait de bataille avec des armes, chevaux, fourrures ou objets de valeur. Lors des expéditions en France au XIVe siècle, les chevaliers anglais et mercenaires se comportaient comme des chasseurs. Ils encerclèrent le château, pénétrèrent à l'intérieur et remplissaient leurs sacs d'écus d'or, bijoux et tissus de luxe. Le pillage était souvent légal. Les contrats d'époque stipulaient que les soldats pouvaient garder ce qu'ils pillaient, s'ils partageaient avec le commandant. Le fait que le butin était si important explique pourquoi des volontaires se proposaient pour l'escalade. Les soldats savaient que les premiers sur les remparts auraient la meilleure chance d'attraper le butin le plus riche. Et cela non seulement sous forme d'objets de valeur, mais aussi sous forme d'otages, dont la rançon pouvait être énorme. Qui entrait dans le château en premier pouvait choisir les chevaux, armures et vêtements des ennemis vaincus. Même un simple fantassin pouvait transformer la richesse qu'il emportait en propriété ou progresser dans l'échelle sociale. Cette soif de butin est évidente aussi dans les chroniques, décrivant les sièges de Caen, Constantinople ou d'autres villes riches. Lors de la chute de Constantinople en 1453, les premières vagues d'attaquants se composaient de bachibouzouk appelés,
unités irrégulières de divers coins de l'Empire ottoman. Selon le récit d'époque, ces guerriers se jetèrent sur les murs dans une frénésie folle. Ils voulaient s'emparer des richesses de la ville, et en même temps étaient abattus par derrière par leurs officiers s'ils tentèrent de fuir. Le désir de butin était lié à la peur du châtiment. Qui ne se jetait pas en avant pouvait être exécuté par ses propres commandants. Cette pression bilatérale, espoir de gain et menace de châtiment, était la motivation typique des unités irrégulières. À côté des gains individuels, existaient aussi des incitations collectives. Les villes et châteaux offraient d'énormes réserves de nourriture, armes et biens de luxe. Il était souvent convenu à l'avance que le butin serait partagé entre les commandants et la première vague d'attaquants. Un exemple intéressant est le siège de Ceuta en 1415. La chronique portugaise raconte que quand l'infandome Henrique se préparait au débarquement, l'un de ses nobles, Rui Gonçalves, ne put attendre et sauta sur le rivage avant les autres. Il devint le premier homme à se tenir dans la ville ennemie, et pour son courage fut plus tard nommé commandant de la forteresse de Cana et chambellan de l'Infant. Preuve claire que le premier combattant pouvait obtenir une position importante. Le butin ne se limitait cependant pas à la richesse matérielle. Les chevaux et épées obtenus symbolisaient un statut qui, dans la société hiérarchique, ouvrait la voie à l'alliance avec des familles puissantes. Un soldat qui devenait riche pillard pouvait équiper sa famille ou obtenir un fief. Dans un moment, nous révélerons quelles récompenses, formelles et décorations, attendaient ceux qui risquaient leur vie comme premiers sur les remparts. De l'Antiquité. À l'époque moderne, existait une série de distinctions formelles pour les soldats, qui les premiers surmontaient le mur ennemi. La République romaine établit la fameuse corona muralis, couronne murale, dorée, qui était accordée aux légionnaires qui le premier franchissaient les remparts de l'ennemi. Cette couronne n'était pas seulement symbolique. Selon l'historien populaire Sand Roman History, elle représentait un objet extrêmement précieux fait d'or, accompagné d'une récompense financière et d'avantages politiques pour le vainqueur. Le soldat qui recevait la couronne gagnait la gloire pour lui et sa famille, et son nom était inscrit à jamais dans l'histoire. Les chroniqueurs racontent que les hommes mouraient en grand nombre car ils ne pouvaient se défendre sur l'échelle. Un seul pouvait obtenir la couronne, et pourtant beaucoup de volontaires se trouvaient. À Rome, fonctionnait ainsi un système qui récompensait le courage extrême matériellement et socialement. Ce principe survécut aussi au Moyen Âge, bien que sous une autre forme. Certaines armées mercenaires et féodales créèrent les Espoirs perdus, ou Forlorn Hope, unités destinées aux tâches les plus risquées, comme justement l'escalade des remparts. Selon le blog militaire Boot Camp and Military Fitness Institute, ce terme était dérivé du néerlandais Verloren Hoop, troupe perdue, et désignait un groupe de volontaires qui menaient l'attaque par échelle ou tentèrent de percer la porte. Au XVIIe et XVIIIe siècle, dans ces détachements entraient souvent de jeunes officiers et soldats qui espéraient un avancement rapide en grade. Mais les racines de ce système remontent au Moyen Âge beaucoup plus ancien. Les récompenses pour les espoirs perdus étaient attirantes. Les Landsknecht allemands offraient double solde et les enfants perdus, français, garantissaient aux membres survivants l'avancement. Comme l'explique la nouvelle encyclopédie mondiale, les unités Forlorn Hope étaient menées par de jeunes officiers ambitieux, pour qui la survie signifiait un avancement presque certain. Les sources d'époque indiquent que l'intérêt pour ces rôles dangereux était grand, malgré le risque mortel. Les survivants obtenaient non seulement avancement et argent, mais aussi gloire et possibilité de mariage. Les histoires de chevaliers qui s'enrichirent et obtinrent des fiefs grâce au courage dans l'attaque se répandaient rapidement. Parfois des prisonniers ou gens ayant commis des crimes étaient aussi assignés à ces détachements. Les chroniques décrivent que rois et commandants offraient aux criminels la grâce en échange de la participation à l'espoir perdu. Selon la même source, cela se faisait déjà au Moyen Âge tardif. Les condamnés étaient donc motivés par la promesse de liberté s'ils survivaient. Qui se distinguait obtenait une seconde chance,
qui tombait mourait au moins sur le champ de bataille, ce qui était considéré plus honorable que la mort sur l'échafaud. Les distinctions venaient cependant aussi informellement. Dans le système féodal, le courage militaire était souvent un chemin vers l'obtention de terres et de titres vassals. Le succès au combat pouvait ouvrir à un jeune noble les portes du mariage avec une riche héritière, et ainsi à l'alliance avec une famille puissante. En même temps se renforçait ainsi la relation entre seigneur et suite. Le maître avait besoin d'hommes courageux, et ceux-ci attendaient en retour une récompense. Dès que les récompenses et distinctions entrèrent dans l'équation, le risque devenait pour beaucoup avantageux. Les survivants pouvaient quitter la vie de simples soldats et entrer dans le monde des chevaliers. Dans un moment, nous révélerons quel rôle jouaient les valeurs d'honneur et de honte dans la motivation des chevaliers à risquer leur vie. La noblesse médiévale se fondait sur l'idéal de chevalerie. Chivalricus, le code chevaleresque, n'était pas seulement un ensemble de coutumes de cour, mais formait la base du statut social. Selon une étude moderne sur la littérature médiévale de l'université de Leiden, la chevalerie définissait un large spectre de comportements, de la prouesse guerrière à l'étiquette de cour. Cette étude souligne que la désobéissance aux règles du comportement chevaleresque pouvait mener à une grande honte et même à l'exclusion de la société. Le chevalier cherchait toujours des occasions de prouver sa valeur et son honneur, et en même temps éviter tout faux pas qui l'aurait déshonoré. La société était construite sur ce code de honte et d'honneur. Qui échouait portait un stigmate toute sa vie. Le code d'honneur avait un impact direct sur le comportement au combat. Les chevaliers étaient élevés dans la conviction qu'il valait mieux mourir qu'être désigné comme lâche. Cette conviction est illustrée aussi par une citation attribuée au poète médiéval Chrétien de Troyes. Le chevalier doit être miséricordieux, sans méchanceté, amical sans trahison, compatissant envers les souffrants, généreux. Il doit être prêt à aider les nécessiteux et combattre les brigands et meurtriers, être juge juste sans faveur ni haine. Il doit préférer la mort à la honte et protéger la Sainte Église qui ne peut se défendre elle-même. Ces mots, cités dans un traité sur l'ordre templier, reflètent les valeurs qui s'imprimèrent progressivement dans la culture chevaleresque plus large. L'historien David Wetham, dans sa thèse de doctorat sur l'art de la guerre médiévale, indique que non seulement les chevaliers individuels, mais aussi les commandants et princes s'exposaient souvent à des dangers inutiles et sacrifiaient les avantages stratégiques et tactiques pour maintenir leur réputation héroïque ou éviter la possibilité de paraître moins qu'honorables. Le comportement au combat n'était donc pas toujours le plus efficace, mais était dicté par les attentes sociales. L'idée qu'un chef valeureux ne se montre pas en première ligne pourrait mener au ragot et moquerie. Il préférait donc risquer pour sauver la face. L'honneur était étroitement lié à la mémoire familiale. Un chevalier qui devenait héros apportait la gloire à toute sa famille et assurait sa position pour les générations futures. L'opposé, la honte, pouvait discréditer la famille. C'est pourquoi dans beaucoup de chroniques se répètent les histoires de chevaliers individuels, tentant de se devancer mutuellement en bravoure. Lors du siège d'Antioche en 1098, la sortie nocturne réussit, grâce à un accord secret avec un défenseur arménien. Quand l'échelle fut descendue, certains chevaliers craignaient d'entrer les premiers. Selon le récit des chroniqueurs, finalement Bohémond de Tarente lui-même grimpa par l'échelle et se lança personnellement à l'attaque. Son exemple entraîna les autres. De telles histoires devinrent partie de la tradition et renforçaient l'idée qu'un vrai chef va en premier. Malgré la façade idéaliste de la chevalerie, la réalité se mêlait souvent au pragmatisme. Un chevalier pouvait risquer pour améliorer son nom, mais en même temps était conscient que le succès apporterait des récompenses matérielles. Les idéaux d'honneur et richesse se renforçaient ainsi mutuellement. Dans un moment, nous révélerons comment les visions religieuses et la promesse d'absolution des péchés poussèrent le courage sur l'échelle dans la sphère spirituelle. À côté des incitations matérielles et sociales, agissaient sur les guerriers médiévaux aussi de forts motifs religieux.
Les croisades étaient définies comme guerre sainte. Ceux qui y participaient pieusement croyaient qu'ils obtiendraient l'absolution des péchés et le salut éternel. Dans une lettre de 1096 que le pape Urbain II envoya à Bologne, il est écrit que quiconque ira à Jérusalem non pour un gain mondain, mais pour le salut de son âme et la libération de l'Église, tous ses péchés lui seront pardonnés. Car il risquait ses biens et sa vie par amour de Dieu et du prochain. Ce passage montre clairement que l'Église offrait une récompense spirituelle pour la participation à l'expédition dangereuse. Les soldats croyaient que la mort au combat contre les infidèles ou pour la défense de l'Église assurerait à leur âme l'entrée immédiate au ciel. Cette foi ne motivait pas seulement les chevaliers royaux, mais aussi les paysans ordinaires, qui espéraient qu'en participant à la croisade, ils effaceraient leurs péchés précédents. À une époque où l'on croyait au purgatoire, la promesse d'absolution avait une grande valeur. Les soldats qui se portèrent volontaires pour la première attaque pouvaient percevoir leur mort comme martyriale. S'ils tombaient au combat, leur âme se purifierait. Le zèle religieux se manifestait aussi pendant les sièges de lieux saints. Pendant la conquête de Jérusalem en 1099, l'armée croisée, après des jours de famine, décida d'attaquer par échelle. Selon les chroniques, Godefroy de Bouillon, avec plusieurs chevaliers, grimpa par la tour de siège, pénétra sur les remparts et ouvrit la voie aux autres. Comme Bohémond à Antioche, il percevait sa responsabilité non seulement envers les soldats, mais aussi envers Dieu. Cette symbiose entre motivation spirituelle et héroïsme personnel faisait des attaquants des figures semi-divines. Les motifs religieux jouaient un rôle aussi dans les siècles suivants. En 1415, quand les Portugais conquirent Ceuta, le prêtre Martin Paes encouragea les soldats en disant qu'ils servaient Notre-Dame Jésus-Christ. Ces mots devaient donner courage aux soldats. La conscience que leur combat avait un sens divin pouvait diminuer la peur des hauteurs ou blessures. La combinaison de promesses spirituelles et perspectives de butin créait ainsi une motivation qui réussissait à surmonter l'instinct naturel de conservation. Dans un moment, nous révélerons avec quelle force agissait le leadership personnel et l'exemple des commandants sur le courage des hommes sur l'échelle. Même les meilleures récompenses ne fonctionneraient pas si les soldats ne croyaient pas en leur commandant. L'historien militaire Mark Cartwright souligne que le succès de l'escalade dépendait de la vitesse et de la surprise, mais le moral des soldats pouvait être significativement influencé aussi par le fait que leur chef allait au combat en premier. Dans beaucoup d'exemples historiques, justement l'exemple du commandant décidait si les soldats se lançaient sur l'échelle. Alexandre le Grand, bien qu'il soit connu principalement de l'Antiquité, est l'archétype du commandant qui menait l'attaque depuis la tête. Selon les historiens militaires, lors du siège de Tyr en 332 avant notre ère, il grimpa personnellement par l'échelle sur les remparts et subit de graves blessures. Cet acte montra que même le roi risquait sa propre vie. Le même comportement peut être trouvé au Moyen Âge. Pendant le siège d'Antioche en 1098, les chevaliers hésitaient à grimper par l'échelle secrètement descendue car ils craignaient un piège. Bohémond de Tarente grimpa donc lui-même en premier et sortit ainsi ses hommes de l'hésitation. Pendant le siège de Jérusalem en 1099, Godefroy de Bouillon mena ses chevaliers sur les remparts et fut parmi les premiers à les franchir. Son acte devint légendaire. Le chef croisé, choisi comme administrateur de la ville libérée, alla au combat comme un soldat ordinaire. Quelques siècles plus tard, lors de l'attaque portugaise sur Ceuta, Rui Gonçalves fut le premier à sortir du bateau et se jeter sur le rivage ennemi. Sa récompense fut une haute fonction et un titre. Le leadership pouvait avoir aussi la forme opposée. Les commandants pouvaient créer une atmosphère de peur pour s'assurer l'obéissance. Lors de la chute de Constantinople en 1453, les Bachibouzouks se jetillant sur les remparts dans l'effort d'obtenir du butin, mais aussi parce que derrière eux se tenait une seconde ligne qui tuait quiconque fuyait le combat. Cette pratique n'était pas isolée. Certaines chroniques décrivent comment les commandants dressaient des cordes sacrificielles qui étranglaient les fuyards.
Les soldats choisissaient ainsi entre la mort certaine par la main de leur propre officier et la possibilité de réussir à percer le rempart. Les exemples de commandants courageux sont importants, car ils montrent que l'escalade n'était pas seulement le résultat de l'héroïsme d'individus, mais aussi partie d'une tactique complexe de commandement. Un commandant sur l'échelle pouvait entraîner ses hommes, tandis qu'un commandant qui restait en arrière pouvait susciter des doutes. Dans la section suivante, nous examinerons les facteurs systémiques qui dans certains cas ne laissaient pas le choix aux soldats. La société médiévale était hiérarchique et strictement punitive. La discipline militaire était dure et le coupable pouvait être battu, aveuglé ou exécuté pour désobéissance. Bien que les chevaliers se guidaient par l'éthique d'honneur, la plupart des soldats étaient des gens simples, recrues ou mercenaires qui avaient des motivations tout à fait différentes. L'un des facteurs systémiques les plus significatifs était la possibilité d'obtenir la liberté par le service. Les historiens rappellent que dans les détachements, Forlorn Hope servaient souvent des hommes condamnés à un châtiment. Les commandants offraient à ces soldats la grâce s'ils participaient à l'attaque risquée et survivaient. Cette pratique se trouve au Moyen Âge tardif et à l'époque moderne. Par exemple, chez les Landsknechts allemands, il était courant que les condamnés obtiennent une seconde chance en échange de l'entrée dans l'espoir perdu. La promesse de liberté et d'un casier vierge était pour les condamnés une incitation très forte. Un autre élément systémique était les diverses formes de tirage au sort et services obligatoires. Dans certaines armées, le rôle dangereux était déterminé par le sort pour éviter les disputes sur qui devait aller en premier. D'autre part, dans l'espoir perdu, s'inscrivaient volontairement de jeunes officiers, car ils savaient que la survie leur assurerait pratiquement l'avancement. Cette combinaison de volontariat et de sort montre que la société fournissait tant des motivations positives que négatives pour la participation à l'attaque dangereuse. Les facteurs systémiques incluaient aussi les châtiments pour désertion. Certaines armées pratiquaient les châtiments collectifs. Le célèbre châtiment romain de décimation, exécution de chaque 10e homme, était réservé aux cas extrêmes de lâcheté. Dans la période ultérieure, la fuite lâche était punie par exemple par le retrait complet de la solde ou la honte publique. Les stigmates sociaux étaient très forts dans les petites communautés. Qui fuyaient le combat pouvaient être exclus, perdre les liens amicaux et familiaux et végéter en marge de la société. A l'inverse, dans certaines régions, existaient des procédures réglementées pour s'inscrire à une mission risquée. Les Landsknechts allemands utilisant des drapeaux rouges qui désignaient l'espoir perdu, qui marchait sous lui recevait double paie. Cela explique pourquoi même les simples soldats pesaient à leur chance. Mieux valait mourir avec double salaire que végéter sans récompense. La motivation systématique se manifestait aussi dans les situations de crise. Pendant la chute de Constantinople, les officiers de l'armée ottomane créaient un cordon d'interruption derrière leurs hommes. Ils tuaient quiconque reculerait. Cette pression extrême montre que certaines armées choisissaient des méthodes qui ne se guidaient pas par les idéaux chevaleresques, mais par la pure brutalité. Dans cet environnement, les soldats pouvaient se dire « Puisque je dois mourir de toute façon, je préfère être le premier pour obtenir gloire et récompense. » Les motivations systémiques incluaient donc une combinaison de menaces et d'avantages qui renforçaient les incitations individualistes. Dans un moment, nous examinerons les aspects psychologiques qui influencèrent la détermination des individus à grimper par l'échelle. Outre les motivations matérielles, sociales et religieuses, jouaient un rôle important aussi les facteurs psychologiques. En premier lieu existait l'élément de pression de groupe. Les soldats étaient entourés de leurs compagnons d'armes qui attendaient qu'ils partagent tous le risque. Être désigné comme lâche était honteux, et ainsi, ils préféraient aller avec la foule. Les textes historiques soulignent que la société médiévale était fondée sur la communauté, et l'honneur n'était pas seulement personnel, mais collectif. Le comportement d'un homme pouvait déshonorer toute la famille. Un autre facteur était la propre conception du courage. Les soldats grandissaient souvent dans les légendes d'actes héroïques et de distinction,
Quand ils se trouvèrent dans une vraie bataille, ils ne voulaient pas décevoir leur propre conception d'eux-mêmes. L'adrénaline pendant le combat pouvait de plus supprimer les considérations rationnelles sur le danger. Certains soldats décrivent un état d'euphorie qui venait avec les cris et le son des tambours. On ne peut omettre non plus les ambitions juvéniles. Les jeunes nobles, qui voulaient encore se faire valoir, percevaient l'escalade comme un moyen de s'émanciper de l'ombre du père ou du frère. Une attaque réussie pouvait catapulter leur nom dans les chansons et chroniques chevaleresques. Et justement, les chansons et chroniques étaient au Moyen Âge un outil puissant. Elles enregistraient les actes et répandaient pour la gloire dans les générations futures. Les aspects psychologiques s'entremêlaient ainsi avec toutes les autres motivations. La peur de la honte, le désir d'héroïsme, la foi en l'absolution des péchés et l'attente du butin créaient une mosaïque complexe qui explique pourquoi certaines personnes risquaient une mort presque certaine. Dans la partie finale, nous verrons comment ce phénomène se reflète dans l'époque moderne et ce que nous pouvons en retenir. Quand l'armée médiévale partait assiéger un château ou une ville, elle devait emmener avec elle un vaste arrière-plan. À côté des chevaliers et fantassins arrivaient des centaines de charpentiers, forgerons, cuisiniers et médecins. Le camp s'étendait dans les champs et devait être protégé par des fossés et palissades pour que les défenseurs n'attaquent pas le cantonnement. Les soldats construisaient des remblais de terre, transportaient des constructions à poutres pour les catapultes et préparaient des réserves de nourriture et munitions. La vie au camp était pleine de routine. Des gardes matinales en passant par l'entraînement jusqu'aux soins des blessés. L'attente de la percée du siège pouvait durer des semaines, et ainsi, la faim et les maladies devenaient presque aussi dangereuses que les flèches ennemies. Ce stress quotidien avait un impact direct sur les décisions des commandants. Chaque jour augmentait la probabilité que des renforts arrivent aux défenseurs. Les réserves de grains et de vin s'amenuisaient, se répandaient les épidémies de dysenterie ou de peste. Les commandants devaient calculer s'il était plus avantageux de continuer l'affamement de l'ennemi ou de risquer une attaque rapide par échelle. La décision pour l'escalade était donc souvent un produit de la logistique. L'armée assiégeante ne pouvait éternellement rester sous le château et regarder ses chevaux mourir. Aux soldats qui regardaient pendant des heures les remparts immobiles, le risque lié à une faim rapide pouvait sembler plus attirant que la mort lente de faim. La vie quotidienne était entourée aussi d'improvisations constantes. Les charpentiers devaient alors réparer la nuit les machines de siège endommagées et utiliser le bois des forêts environnantes. Selon les chroniques, certaines armées recouraient au démontage des villages voisins pour obtenir le matériel pour échelles et tours. D'autres groupes de soldats cherchaient des sources pour assurer l'approvisionnement en eau et patrouillaient pour empêcher les infiltrations de colonnes d'approvisionnement dans le château. Dans ces conditions, l'idée d'une attaque courte, bien que risquée et qui terminerait le siège, semblait logique. Les soldats devaient aussi vivre avec une tension permanente. La nuit résonnaient les trompes et tambours qui devaient troubler le sommeil des défenseurs, mais perturbaient également le repos des attaquants. Dès qu'apparaissèrent des tirs, tous couraient au mur, seulement pour découvrir qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Cette pression psychologique augmentait la fatigue et l'irritabilité. Quand le commandant décidait de l'escalade, il pouvait soulager la tension dans le camp. Les soldats obtenaient un objectif concret, et leur peur se transformait en action. Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus sur comment la vie difficile dans le cantonnement sous le château pouvait amener les soldats à préférer risquer un combat certain qu'une longue attente. Monter par l'échelle sous le feu ennemi exigeait non seulement du courage, mais aussi une préparation physique et un équipement approprié. Chevaliers et fantassins s'entraînaient à l'escalade dès leur jeunesse. Les jeunes écuyers passaient des journées à grimper sur les remparts, arbres et tours d'exercice pour se construire une endurance musculaire. Lors de l'attaque, ils devaient tenir un lourd bouclier, souvent connu sous le nom de pavois, qui protégeait le corps des flèches. Certaines échelles avaient des crochets latéraux pour mieux tenir sur le rempart, et les forgerons fabriquaient des marches métalliques qui résistaient mieux aux coups. L'attaque devait être bien coordonnée. Les premiers hommes sur l'échelle portèrent des gaffes ou couteaux pour se rattraper rapidement au crénelage. Les suivants portaient lances et boucliers. Les grimpeurs étaient équipés de diverses armures.
Les chevaliers portaient des brigantines plus légères ou des cottes de mailles pour pouvoir mieux se mouvoir. L'armure de plaques lourdes leur aurait rendu l'escalade plus difficile. Les fantassins portaient souvent des pourpoints matelassés et gants de cuir pour ne pas se blesser les mains. Pourtant ils étaient invulnérables. Les défenseurs versèrent de la poix chaude, jetèrent du sable et tiraient à courte distance. Beaucoup d'attaquants utilisaient donc des casques avec visière et trous de respiration. L'entraînement incluait aussi la pratique du saut rapide au cas où l'échelle était renversée, pour que le soldat survive à la chute dans le fossé. L'escalade réussie dépendait de la discipline. Les soldats devaient apprendre à se tenir à l'échelle en rythme pour ne pas se heurter et ralentir la progression. Pour la première vague, il était crucial de se maintenir sur le chemin de ronde avant que n'arrivent les autres. Cela exigeait l'entraînement du combat en espace étroit. Le combattant devait lutter depuis une position recroquevillée, souvent d'une main tenant l'échelle et de l'autre se défendant. Au tournoi se tenaient donc des concours de combat sur passerelle qui devaient simuler l'étroit chemin de ronde. Ces exercices renforcèrent la confiance en soi et préparèrent les soldats à l'attaque réelle. L'équipement des échelles était également sujet d'innovation. Certaines armées utilisaient des échelles sectionnelles qui pouvaient être rapidement connectées et adaptées selon la hauteur du mur. Cette méthode fut décrite dans ses instructions déjà par Jean de Bueil. Parfois, les échelles étaient munies de roues pour se déplacer plus rapidement. Avant l'attaque, les soldats les enduisirent de matière ininflammable pour réduire le risque d'incendie. Outre les échelles, s'utilisaient aussi cordes et crochets. Un grimpeur habile pouvait monter à l'aide d'une échelle de corde et ouvrir la porte de l'intérieur. Ces compétences étaient là réservées à de petits groupes de spécialistes entraînés. L'entraînement pour les grimpeurs se déroulait souvent secrètement. Les commandants ne voulaient pas que les défenseurs apprennent qu'ils préparaient une escalade, et ainsi entraînaient un petit groupe dans un camp séparé. Ces hommes devenaient une sorte d'élite, bien que leur tâche fût très dangereuse. Dans un moment, nous verrons quelles alternatives aux échelles les commandants considéraient, et pourquoi, malgré elles, ils décidèrent de l'escalade. L'escalade n'était qu'une des possibilités pour passer derrière les remparts. Les commandants avaient à disposition aussi d'autres moyens, qui se développaient au cours des siècles. La méthode la plus populaire au début du Moyen Âge était le sape des murs. Les sapeurs construisaient des tunnels sous les remparts, étayaient les supports avec du bois, puis les brûlaient. Quand la voûte sous le rempart s'effondrait, elle créait une brèche. Cette méthode exigeait cependant du temps, des mineurs expérimentés, et était risquée. Les défenseurs creusaient souvent des contre-tunnels et causaient des inondations ou s'effondraient sur les attaquants. À côté de cela existait aussi le bélier, placement de poutres aux fondations du mur et leur incendie. Une autre possibilité était les machines de siège. Trébuchets et catapultes lançaient des blocs de pierre, tonneaux de bois remplis de pois ou animaux morts qui devaient causer des épidémies. Les projectiles lourds pouvaient endommager le mur, mais il fallait tirer longtemps pour créer une brèche suffisante. Les assiégeants construisaient aussi des béliers qui heurtèrent la porte et des tortues protectrices sous lesquelles les soldats s'approchèrent du mur. Tous ces moyens exigeaient des travaux étendus et étaient susceptibles d'être détruits par le feu ou les tirs. Au XIVe siècle, commença à apparaître en Europe la poudre à canon. Canons et mortiers réussissaient à percer les remparts plus rapidement que les catapultes, mais étaient lourds, imprécis et exigeaient de grandes quantités de poudre. Dans les premières périodes, beaucoup de commandants ne faisaient pas confiance aux nouvelles technologies et comptaient sur les méthodes traditionnelles. Ils craignaient aussi que le bombardement prolongé ne détruise la ville au point qu'il n'en reste aucun butin. C'est pourquoi même à l'époque où apparaissaient les canons, les échelles et tours restaient un moyen populaire. En dernier lieu s'utilisaient diverses ruses. Comme le montre le récit d'Antioche, les attaquants pouvaient se concilier l'un des défenseurs pour qu'il descende une échelle la nuit. Une autre tactique était de feindre la retraite, pour que les défenseurs ouvrent la porte pour poursuivre les fuyards, puis revenir et faire irruption dans la ville. Dans tous ces cas, il s'agissait de minimiser les pertes,
Les échelles s'utilisaient seulement là où les autres solutions semblaient insuffisantes. Pourtant, paradoxalement, elles devinrent symboles de courage, car elles étaient les plus visibles. Quant au Moyen Âge, se racontaient les histoires de grands exploits. Souvent y figuraient des hommes courageux sur l'échelle. Chroniqueurs et poètes enregistraient qui fut premier sur les remparts et reliaient son nom aux miracles et au destin. Dans les épopées chevaleresques, comme la chanson de Roland ou le chant des Nibelungen, se décrivent plutôt des chants ouverts, mais le motif du héros qui risque sa vie dans une situation désespérée forme leur cœur. Les chroniques urbaines médiévales, par exemple la chronique de Guillaume de Tyr sur les croisades, enregistraient soigneusement qui grimpa sur les remparts de Jérusalem ou d'Antioche. Ces enregistrements avaient tant une grande influence. Ils donnaient des noms aux héros et créaient un précédent pour les générations futures. Chansons et légendes devinrent un outil de propagande. Les souverains désiraient que leurs soldats soient motivés, et ainsi commandaient aux poètes de cour qui chantaient les exploits des attaquants courageux. Les gens dans les auberges et aux foires se racontaient les héros qui sautèrent par-dessus les remparts, et soulignaient souvent l'enseignement moral, le courage est récompensé, et la lâcheté punie. Cela renforçait une culture où le risque payait car sa mémoire persistait dans les mots et chansons. Même les bourgeois qui ne participaient pas eux-mêmes au combat connaissaient les noms des héros et les invitaient comme hôtes aux festivités. La mémoire collective se transmettait aussi par l'héraldique. Les armoiries familiales contenaient parfois des symboles comme échelle, couronne ou mur qui rappelaient qu'un ancêtre fut premier sur le rempart. Les ordres chevaleresques accordaient aussi des médailles ou un signe que la famille conservait pour toujours. Ainsi les jeux d'enfants et festivités de cour devinrent lieux où se reproduisait le souvenir des escalades. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le travail assidu des chroniqueurs et bardes aida à former le culte du héros sur l'échelle. De plus, le thème de l'escalade apparut dans la littérature et l'art ultérieur. Les romantiques du XIXe siècle, fascinés par le Moyen Âge, peignaient des tableaux d'hommes courageux sur les échelles et écrivaient des romans sur la conquête de châteaux. Ces images formèrent notre conception des héros du passé et soulignaient souvent la bravoure individuelle au détriment de l'effort collectif. Les récits devinrent partie de l'identité nationale. Par exemple, l'historiographie française à l'époque de la Troisième République célébrait les chevaliers, qui les premiers entrèrent à Jérusalem comme précurseurs des héros modernes. Cette mémoire influença aussi la culture populaire. Films et jeux utilisent encore aujourd'hui le motif du grimpeur courageux, bien que les conditions réelles des escalades médiévales aient été beaucoup plus dures. Revenons à la psychologie, et voyons ce que la recherche moderne nous dit sur les motivations des combattants. L'historien Brett Devroux, dans son analyse du moral et de la cohésion dans les armées prémodernes, souligne que les gens font des calculs rationnels, même face à la mort. Si leur but est de survivre à la guerre, ils peuvent vouloir laisser les tâches dangereuses aux autres. Mais si la peur de la honte les retient, ils peuvent rester sur place, même si c'est dangereux pour leur vie. Devroux note même que la honte est une des rares choses que les gens craignent autant, sinon plus que la mort. Dans une armée où la cohésion se construit par l'entraînement commun et la souffrance, l'individu craint de décevoir ses compagnons plus que les projectiles ennemis. Cette dynamique explique pourquoi, pour beaucoup, il est plus facile de risquer sur l'échelle que de fuir et porter la désignation stigmatisante de lâche. Cette peur de la honte était renforcée par les châtiments extérieurs. Des commandants stricts, comme le roi de Prusse Frédéric II, déclaraient que ses soldats devaient plus craindre leurs officiers que l'ennemi. Dans l'armée romaine, qui servait de modèle à beaucoup d'autorités médiévales, existait un châtiment appelé décimation. Pour lâcheté ou révolte, étaient choisis au hasard chaque 10e homme, et les autres les battaient à mort. Cette forme extrême de châtiment collectif devait renforcer la discipline. Bien que les armées médiévales ne pratiquent pas de tels châtiments régulièrement, la menace de châtiments sévères pour désertion était réelle,
et ainsi la peur des officiers se mêlait à la peur de l'exclusion sociale. Devreau explique en outre que le moral amène les hommes au combat, mais la cohésion de l'unité les maintient au combat. Cela vaut aussi pour les grimpeurs sur l'échelle. L'idée qu'ils trahiraient leur unité pourrait être insupportable pour le soldat. Dans les collectifs où chacun se connaît par son nom, la honte se répand rapidement. A l'inverse, si le soldat réussit à survivre et obtenir la reconnaissance, il devient une légende. Peur et honte créent ainsi des motivations intérieures, qui se complètent avec les incitations matérielles et spirituelles. D'une perspective moderne, ce comportement peut s'expliquer aussi par la psychologie de foule. Dans le stress extrême, les gens recourent aux réactions automatiques. La conscience que tous autour d'eux avancent supprime les inquiétudes individuelles. Les recherches montrent que la pression sociale peut mener les gens à risquer, même s'ils choisiraient, une option plus sûre dans d'autres circonstances. La peur de la honte et le désir d'être perçu comme un vrai homme sont universels et transcendent le temps et les cadres culturels. Dans ce contexte, l'escalade médiévale devient un cas concret de comportement humain général. Nous risquons pour la reconnaissance des autres. Bien que chroniques et légendes célèbrent les escalades réussies, l'histoire est pleine de tentatives ratées. Une seule erreur pouvait causer une catastrophe. Si les soldats estimaient mal la hauteur du mur, l'échelle n'atteignant pas le parapet devenait un piège mortel. Les grimpeurs restaient suspendus à mi-chemin, tandis que les défenseurs les massacraient facilement. Une autre erreur était le mauvais timing. Si la première vague sortait trop tôt ou trop tard, le tir de couverture des archers n'arrivait pas, et les défenseurs avaient assez de temps pour lâcher rochers et ancres. Dans certains cas, l'échelle se brisait sous le poids des hommes ou était enflammée, et les grimpeurs tombèrent dans le fossé, où les défenseurs les achevaient, où ils se noyaient. L'échec de l'escalade avait un impact dévastateur sur le moral. Les soldats, qui voyaient leurs compagnons d'armes mourir dans les flammes et chutes de hauteur, perdirent courage. Dans les chroniques apparaissent des cas où toute l'armée après un attaque ratée se retirait et commençait à envisager le départ. Parfois les commandants tentaient de dissimuler les pertes et motiver les soldats pour une autre escalade, mais plus souvent ils recouraient à d'autres méthodes, par exemple aux tours de siège ou tunnels. Chaque attaque gâchée emportait avec elle des dizaines de morts et blessés dont les corps s'amoncelaient au fond du fossé. Cette vue causait un trauma psychique qui poursuivait les survivants. Des catastrophes de ce genre arrivaient aussi aux grands commandants. Selon les notes de Devreau, l'escalade était si risquée que les commandants parfois l'évitaient délibérément. D'autre part, certains étaient prêts à hasarder pour économiser du temps. Mais si l'attaque échouait, ils devaient faire face non seulement aux pertes, mais aussi aux reproches. Au Moyen Âge existait une forte relation entre succès et légitimité morale. Une attaque ratée pouvait être interprétée comme signe de colère divine ou de mauvais commandement. Les soldats qui survivaient à une escalade ratée faisaient face à la honte et au doute sur le soutien divin. Les conséquences de l'échec se manifestaient aussi politiquement. Si l'armée d'un roi ou duc subissait de lourdes pertes lors d'une escalade, cela pouvait affaiblir sa position. Les nobles pouvaient se détourner du chef qui gaspillait les vies et chercher d'autres alliés. Dans le cas d'armées mercenaires, les soldats pouvaient refuser de continuer s'ils ne recevaient pas de paie supplémentaire ou compensation. L'escalade était donc un pari non seulement militaire mais aussi politique. Elle pouvait apporter une victoire rapide ou causer l'effondrement de toute la campagne. Malgré ces dangers, il existait des situations où une escalade ratée apportait des leçons précieuses. Les soldats apprenaient à mieux estimer la hauteur des murs, envoyer des éclaireurs et construire de meilleures échelles. Les commandants réalisèrent que le moral était la clé. Si les soldats se sentaient sacrifiés, l'attaque échouait. S'ils croyaient que la chance de succès était élevée et la récompense importante, ils pouvaient décider de risquer à nouveau. Ainsi les escalades devenaient progressivement plus réfléchies, bien qu'elles n'aient jamais cessé d'être un pari. Dans le chapitre suivant, qui clôt notre voyage sur les champs de bataille médiévaux, nous réfléchirons à ce que ces histoires de courage et de perte
nous disent sur la nature humaine. Les histoires d'hommes qui se jetèrent les premiers sur les remparts montrent la nature à multiples couches du courage humain. Les soldats médiévaux agissaient dans un monde où le butin représentait le seul moyen de s'émanciper de la pauvreté, où l'honneur était plus précieux que la vie, et où la foi promettait le salut au prix du sang. Les motifs matérialistes s'entremêlaient avec les sociaux et spirituels. Celui qui grimpait sur les remparts en premier pouvait obtenir richesse et avancement, gloire qui persistait pendant des générations, et sentiment qu'il accomplissait la volonté divine. Leur courage était aussi décidé par la présence de chefs et pression systémique, parfois volontairement, parfois sous menace de châtiment. Aujourd'hui, nous percevons les actes héroïques, risqués différemment, mais les questions restent similaires. Pourquoi pompiers et sauveteurs entrent-ils dans des maisons en feu? Pourquoi des soldats sortent-ils de la tranchée? Ou pourquoi des soignants se rendent-ils dans des zones touchées par des épidémies? Les motivations sont à nouveau diverses. Sens du devoir, désir d'aider, prestige ou solidarité. Comme au Moyen Âge, le courage est formé par les normes culturelles et ce que la société considère comme honorable. Votre intérêt pour l'histoire de l'art de la guerre médiévale et la psychologie du courage montrent que nous savons regarder au-delà des légendes. J'espère vous avoir fait comprendre pourquoi des soldats ordinaires et nobles chevaliers décidaient d'escalades presque suicidaires. Dans cette vidéo, nous avons combiné l'analyse de sources, chroniques et études modernes pour montrer que le courage n'est pas un concept unidimensionnel, mais un ensemble de motivations du pragmatique à l'idéal. Si notre récit vous a intéressé, je serai heureux que vous le souteniez par un like et un partage. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain sujet historique.